Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle édition de Politique et Économie, nous allons consacrer notre temps à la Russie. Ça n'est pas tout à fait nouveau. Et Pierre, vous avez fait une très belle émission avec Jacques Sapir qui nous a éclairé sur les questions économiques. Aujourd'hui, nous allons plutôt aller sur les questions géopolitiques, géostratégiques, militaires et culturelles aussi. Et avec Emmanuel Leroy. Bonjour Emmanuel, vous êtes un habitué de cette émission. Nous voulons comprendre ce qui se passe. Vous êtes analyste politique, pardon. Nous voulons comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a quand même l'impression que, de part et d'autre, la propagande nous aveugle. On aimerait savoir, par exemple, s'il y a eu bien 270 000 tués du côté ukrainien et seulement 30 000 du côté russe, etc., etc. Où en sont les armements? Bref, quelle est la situation du front? Pourquoi Kherson, les Russes ont reculé? Pourquoi à Bakhmout, ils avancent? Bref, on veut comprendre. Il ne s'agit pas forcément, n'est-ce pas Pierre, de prendre parti pour l'un ou l'autre camp, quoique nous ayons quelques préférences. Mais la question n'est pas là. La question, c'est comment éclairer nos téléspectateurs sur la réalité de ce qui se passe. Et vous êtes, je crois, bien placé parce que vous allez très souvent à Moscou, vous en revenez, vous alliez dans le Donbass, c'est plus difficile maintenant. Bref, nous voulons des éclairages sur tout ce qui se passe. La première question pourrait porter sur la réalité du front. Il semble figé pour l'instant. Oui, c'est indéniable. Donc, il faut bien se rappeler que dans l'esprit des Russes, ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale. Absolument. Et que celle-ci a été lancée avec un niveau d'effectif extrêmement faible, puisque tous les analystes, donc les Russes l'ont reconnu, et les analystes occidentaux en conviennent volontiers, l'armée russe a attaqué avec seulement 150 000 hommes. Alors qu'en face, l'armée ukrainienne avait des effectifs au moins du double. Ce qui est une aberration stratégique, bien évidemment, qui ne peut pas se comprendre si on écarte de cette vision le fait que dans l'esprit des Russes, très probablement, les tout débuts de cette opération devaient se dérouler probablement un peu comme la Crimée, c'est-à-dire que les Russes escomptaient probablement un effondrement rapide de l'état politique ukrainien et un retournement au moins d'une partie de l'armée qui aurait permis donc une espèce de coup d'État à l'envers, permettant de renverser le régime de M. Zelensky et de placer un homme, disons, plus corvéable, plus compréhensible à l'égard de la Russie, qui aurait pris sa place. Donc ça, manifestement, ça a été un échec. Mais de la même manière que les Russes ont sans doute été abusés en la matière, dans l'autre camp, côté occidental, il y a eu également donc une méprise sur le fait que les Russes seraient probablement dans leur esprit, dans l'esprit de Washington ou de Londres, seraient en l'espace de quelques mois sous l'effet des sanctions, seraient à l'agonie et seraient contraints de se rendre. Et manifestement, donc là aussi, les Occidentaux se sont gravement trompés et que la Russie a parfaitement supporté le choc de ces sanctions et qu'elle a, semble-t-il, aujourd'hui une économie qui se porte infiniment mieux que les économies occidentales, au moins européennes. Comment, Emmanuel Leroy, vous expliquez cette méprise des Russes sur la résistance ukrainienne et à l'inverse des Occidentaux sur la résistance économique de la Russie? C'est un simple constat que je fais, donc j'ai du mal à l'expliquer. Donc il est probable que la désinformation occidentale a très bien fonctionné pour aveugler partiellement au moins les services russes sur la capacité de prendre les opérations en main et de vaincre en l'espace de quelques semaines, ce qui explique ces aberrations militaires que l'on a vues avec cet énorme convoi de 60 km de chars et de camions et de blindés devant Kiev, qui attendait tout simplement donc l'ouverture de la ville, qui ne s'est jamais produite. Mais c'est ça qui explique cette aberration. Mais pour essayer de poursuivre plus avant sur la question que se passe-t-il sur le front, il est évident qu'on a assisté depuis le départ à un repli stratégique de la part des forces russes qui ont abandonné les parties nord-ouest de Kiev et de Kherson, donc pour se reculer et réduire le front. Car il faut bien se rappeler qu'à l'origine, la ligne de front de la Biélorussie
jusqu'à l'embouchure du Dniepr, c'était 2500 km, ce qui est absolument colossal. Rappelons-nous que, pour mémoire, lorsque l'Allemagne a attaqué la France en 1940, ils sont entrés en France avec 2 500 000 hommes, plus de 2 500 000 hommes. Là, les Russes attaquent avec 150 000. Et tenir un front de 2500 km, c'est mission impossible. Donc ils avaient l'impérative obligation de réduire le front, ce qu'ils ont fait, et d'essayer de se concentrer sur le front du Donbass et de tenir le front sud. Et le front sud, avec la ville de Kherson qu'ils avaient prise sans combat dès février-mars 2014, n'était plus tenable dès lors que les Otano-Ukrainiens avaient détruit les 3 seules voies d'accès par leur bombardement hyper précis effectué avec les HIMARS, avaient détruit les ponts qui permettaient l'approvisionnement normal de cette ligne de front. Ce qui a conduit, en octobre dernier, les Russes à prendre cette décision qu'ils ont qualifiée eux-mêmes de difficile, d'abandonner la partie nord de la région de Kherson, la ville même de Kherson, et de se replier sur la rive gauche. Alors, justement, on peut considérer, l'Occident en tout cas le présente comme ça. Kherson a été une défaite relative. C'est un repli stratégique indéniable. Voilà. Mais les Russes occupent la rive gauche du Dniepr. Indéniablement. Et ils n'entendent pas, évidemment, renoncer à cette région, même si pour l'instant c'est un front qui est relativement inactif. Il est relativement inactif, stable, et bien que on voit donc des tentatives de la part des Ukrainiens de forcer le fleuve et de tenter de prendre pied sur la rive gauche, pour l'instant, toutes ces tentatives ont abouti à des échecs. En revanche, sur la partie plus à l'est, en direction de Donetsk, donc dans cette ligne qui se trouve au nord de Mariupol, là, il y a des tentatives de part et d'autre de briser le front, mais les forces sont à peu près égales et, semble-t-il, il n'y a pas de bataille décisive sur ce front-là. Donc la bataille décisive, c'est au nord. Là, manifestement, les Russes tentent de faire porter l'effort principal, notamment avec leur fameux PMC Wagner, sur la région de Bakhmout et au-dessus de Kremenaya, Svatovo. Le président ukrainien Zelensky a annoncé le 24 février le plan d'une contre-offensive pour le printemps qui consisterait à couper le front russe au niveau du sud-est. À quoi ça lui sert aujourd'hui de dévoiler ces cartes ? Je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Il faut bien se rendre compte que l'armée ukrainienne a déjà été vaincue 2 fois. Elle a disparu 2 fois et a été reconstituée grâce aux armes occidentales à partir de zéro. Une grande partie des forces équipées, des forces de militaires formés et expérimentés a été pour l'essentiel détruite dans les batailles depuis 1 an. Et désormais, donc, les hommes que les Ukrainiens envoient au front sont de très jeunes mobilisés ou de très vieux mobilisés, mais des gens totalement inexpérimentés. Tous les témoignages du front en témoignent. Et ça va être de plus en plus difficile pour les Ukrainiens de parvenir à emporter de manière décisive une bataille. Je voudrais reprendre rapidement les chiffres je citais tout à l'heure, que vous avez abordés tout à l'heure. On trouve le plus souvent. Absolument. Alors que faut-il en penser ? On voit absolument de tout. Les extrêmes les plus absolus sont évoqués. Oui. Je pense que très vraisemblablement, les chiffres les plus justes qui ont été donnés sur la question l'ont été par une étude présentée comme étant une étude du Mossad, sortie il y a une petite quinzaine, et qui affirmerait donc, et ces chiffres à mon avis remontent à des données probablement réelles obtenues dans les 2 camps, sur les pertes ukrainiennes qui seraient de 157 000 hommes probablement jusqu'en décembre-janvier de cette année. Et côté russe, à 18 500, si j'ai bonne mémoire. Côté ukrainien, je pense qu'on est sans doute sensiblement à des chiffres supérieurs, car ce ne sont que les données des tués effectifs, mais pas des disparus. Et donc, je ne serais pas surpris qu'on soit plus près des 200 000 si on y inclut les disparus. Côté russe, le chiffre de 18 500 me paraît assez faible, compte tenu des informations que l'on peut avoir par ailleurs, car je pense qu'il correspond réellement aux chiffres de l'armée russe. Mais l'armée russe est aujourd'hui un peu complexe. Elle comprend également des unités comme Wagner, qui ne sont pas comptabilisées dedans, et dont on peut penser que les pertes ont été assez importantes, peut-être de l'ordre de 3 000, 4 000 ou 5
25 000 hommes depuis le début des opérations. Il y a également les unités de Tchétchènes, donc les fameuses Armat, qui ne sont pas comptabilisées puisqu'elles sont considérées comme des milices. Et il y avait surtout, à l'origine, jusqu'au mois d'octobre dernier, toutes les milices du Donbass, de la République de Lugansk comme de la République de Donetsk, donc des russophones d'environ 40 000 hommes, ça, voilà. qui n'étaient pas comptabilisés dans les effectifs de pertes, et dont les pertes ont été énormes. Ah oui, considérables. D'après des informations que j'ai pu obtenir de terrain, il y aurait eu 50% de pertes, ce qui est colossal. Alors, donc ça relativise, si vous voulez, beaucoup la faiblesse du chiffre russe, mais néanmoins, même si on additionne toutes ces pertes-là, on est quand même très en deçà des chiffres de pertes ukrainiennes. Et donc je crois que l'on peut en déterminer que le rapport de force qui découle du rapport de force d'artillerie, tout simplement, donc il est de 3 contre 1, et que l'artillerie étant dans cette guerre absolument déterminante, eh bien, quand on a 3 fois plus de force que l'adversaire et 3 fois plus de munitions, eh bien, on occasionne 3 fois plus de pertes. Alors vous évoquez les munitions, justement. Oui. Il semblerait que l'OTAN, les forces de l'OTAN et l'Ukraine sont un petit peu en panne de munitions. Non seulement parce qu'il faut des délais de fabrication, mais parce qu'on sent plus ou moins des réticences aussi du côté de Washington et même en Europe à fournir l'armement complet qu'il faudrait pour vaincre. Comment expliquez-vous cela? Mais l'état actuel de la situation découle d'une réalité, c'est que tout le stock, l'essentiel du stock d'armes soviétiques, d'obus soviétiques qui alimentent les canons de 155 utilisés majoritairement par l'armée ukrainienne jusqu'à présent, ces stocks sont quasiment épuisés. On a tapé bien sûr dans le stock ukrainien initialement, on a tapé dans les stocks des armées ex du pacte de Varsovie, donc Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie, etc. Mais aujourd'hui, ces stocks s'épuisent. Et de plus en plus, le matériel, les armes qui sont fournies par l'Occident sont des armes occidentales au calibre standard de l'OTAN de 155. Et là, malheureusement, donc, les armées ukrainiennes, donc l'armée ukrainienne, constate qu'elle n'a pas un suivi d'approvisionnement, car la capacité industrielle a été détruite. Tout simplement, en Occident, on ne fabrique plus d'armes depuis des décennies, ou très peu. Et donc, le rythme de consommation des armées, des deux camps d'ailleurs, est tellement énorme que la capacité à suivre sur le plan industriel n'existe plus. Et on se trouve effectivement confronté à cette situation. Alors, les Ukrainiens tentent de trouver des moyens pour y pallier, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas très efficace. Une des cibles qu'ils visent pour renouveler au moins partiellement leur stock d'armes soviétiques, ce serait de faire main basse sur l'énorme stock qui se trouve aujourd'hui en Transnistrie, donc dans cette république moldave située entre l'Ukraine et la Moldavie, mais qui est constituée de séparatistes pro-russes et qu'il va falloir donc aller combattre pour aller piquer les quelques millions d'obus, paraît-il, datant de l'Union soviétique qui y sont stockés. Et ce n'est pas encore fait, et surtout si c'est fait, cela, bien évidemment, va étendre le champ de la guerre et la rapprocher du camp occidental. Emmanuel Leroy, ces armes occidentales, lorsqu'elles arrivent en Ukraine, où arrivent-elles exactement? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui empêche les Russes de pilonner les voies ferrées qui permettent l'approvisionnement de l'Ukraine? Est-ce que ça arrive en Pologne ou est-ce que ça arrive jusqu'en Ukraine? Elles arrivent en Pologne, elles arrivent en Roumanie et elles arrivent également donc sans doute en Moldavie aussi. Par Lviv. Et donc oui, tout à fait. Et donc par la route, une grosse partie passe par la route. Cela étant, la question que vous posez est une question tout à fait sensée. Beaucoup d'analystes russes, même, se posent la question de savoir pourquoi les 30 ponts enjambant le Dniepr n'ont pas été rompus, n'ont pas été bombardés depuis le début de l'opération. Il est évident que si l'armée ukrainienne située à l'est de cette rive droite du Dniepr, si elle était coupée de ses approvisionnements, s'arrêterait de combattre en l'espace de quelques semaines. Ça n'a jamais été fait parce que, rappelez-vous, encore une fois, on n'est pas dans le cadre d'une guerre de destruction et d'annihilation, on est dans le cadre d'une opération militaire spéciale et que les Russes ne veulent pas, malgré les apparences, ne veulent pas détruire toute l'infrastructure ukrainienne. Alors dans le même registre, les fameux chars allemands, chars américains, chars français, c'est peanuts. Apparemment, vu les quantités dont on parle, donc ce n'est pas ça qui va renverser le cours de la guerre. Je dirais que la rhétorique ou
les belles histoires qu'on nous raconte sur les chars occidentaux, Léopard, Leclerc, AMX et autres, je pense que c'est plus un effet d'annonce pour rassurer les Ukrainiens et satisfaire son opinion publique. Oui, on annonce toujours quelques dizaines, mais combien il en faut pour tenir le front face aux Russes en réalité? Des centaines qui ne sont pas prêts d'avoir et qui n'auront jamais, à mon avis, d'autant plus que, soyons clairs, donc ce sont des chars très sophistiqués pour lesquels il faut des mois d'entraînement et de formation, et qu'a priori ce ne seront pas des équipages ukrainiens qui les piloteront. Et donc ça pose la question de l'engagement de l'OTAN sous fausse bannière ukrainienne, que l'on voit de plus en plus s'étendre et où on voit de plus en plus de mercenaires polonais, américains, anglais, baltes, qui servent des armes de l'OTAN sur le front de guerre. Et le char Leclerc, qui est une machine dotée d'un équipement technologique de pointe, sera-t-il livré en l'état ou est-ce qu'on va le désosser pour empêcher les Russes de mettre la main sur ce potentiel technologique? C'est une bonne question. On n'en est pas là pour l'instant. Les Russes sont très, très confiants sur ces annonces dans la mesure où aujourd'hui la guerre est devenue une guerre à la fois archaïque, qui ressemble beaucoup à la Première Guerre mondiale, avec ses guerres de tranchées, les guerres de position, etc., mais également une guerre postmoderne, si je puis dire, avec l'usage de drones, l'usage de missiles... fournis par l'Iran, d'ailleurs. Pour partie, de missiles de haute technologie, qui sont capables de détruire n'importe quel équipement, parfois sur des distances considérables. Donc on est vraiment dans une guerre polymorphe, une guerre hybride assez curieuse, donc, quand on l'observe de près, mais dans laquelle, évidemment, donc, chaque jour, compte un nombre effrayant de morts. Donc les pertes ukrainiennes, d'après certains observateurs occidentaux, avoisineraient les 500 hommes tués par jour sur l'ensemble du front. C'est colossal. C'est effrayant parce que les malheureux Ukrainiens, ce sont des victimes. Ils n'y sont pour rien. C'est véritablement une chair à canon. C'est la chair à canon. Utilisée par les Occidentaux, utilisée par un gouvernement hautement corrompus qui les envoie à une mort quasi certaine. Et on voit sur tous les réseaux sociaux, y compris ukrainiens, quasiment tous les jours, donc des reportages montrant des jeunes hommes enlevés dans la rue pour être envoyés au front, même sans formation militaire. C'est absolument délirant, mais on le voit, on a des témoignages de soldats, de prisonniers ukrainiens qui disent qu'ils ont été embarqués il y a une semaine ou il y a 15 jours dans une ville comme Lvov ou Dniepropetrovsk et qui sont transférés sur le front avec aucune expérience militaire. Donc c'est vraiment une condamnation à mort totale par le gouvernement ukrainien avec l'appui de leurs mentors occidentaux. Sur l'utilisation de ces réservistes russes annoncés par le président Poutine il y a quelques mois, où en est-on et sont-ils arrivés sur le front? Alors honnêtement, donc, je ne suis pas dans l'état-major russe, donc j'aurais du mal à vous répondre de manière certaine. Je pense qu'une bonne partie de ces forces mobilisées. Donc, il y a eu deux types de recrutement. Il y a eu des réservistes auxquels il a été fait appel et des mobilisés, donc qui n'avaient pas spécialement d'expérience militaire. Donc on a parlé de 300 000 hommes, mais en réalité personne n'en sait rien. Il n'y en a peut-être eu que 150 000 ou 500 000. Donc en tout cas, officiellement c'est 300 000. Officiellement c'est 300 000, mais nous sommes en guerre. Oui. Et donc en guerre, donc là, on n'est pas obligé de dire la vérité, donc dans tous les cas de figure. En tout cas, une partie de ces hommes sont arrivés sur le terrain pour boucher les trous et pour éviter la répétition de la bataille perdue de Balaklava du mois de septembre et d'octobre dernier, où les Ukrainiens ont réussi une belle percée du côté de Kharkov. Donc pour éviter ce type d'échec, donc les Russes ont sans doute mis une partie de ces hommes sur ces failles qui existaient à cause, encore une fois, de la longueur du front. Un peu comme Verdun, quoi. C'est un peu comme Verdun. Il y a des parallèles hallucinants donc, avec Verdun, donc avec cette Première Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui, donc avec la différence donc, de la présence des drones et des téléphones portables. Parce que maintenant, ce que l'on voit, et c'est assez étonnant aussi, ce sera certainement la guerre la plus médiatisée au monde, où chaque soldat, quasiment, donc, se filme lui-même en pleine guerre. On a vu des images hallucinantes de prise d'assaut avec des caméras donc, en fait en temps réel, en direct. C'est assez impressionnant. Oui, mais en 1918, la victoire a été remportée par la reprise de la guerre de mouvement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut envisager un scénario de guerre de mouvement ? Cette guerre de mouvement a été possible à partir de 17 grâce à l'arrivée des chars. Oui. Aujourd'hui, les chars sont là, mais il existe donc de très bons moyens de les combattre. Oui. Une des raisons pour lesquelles le front est relativement statique, c'est que ce soit les armes anti-chars
où les armes antiaériennes personnelles, donc des Stinger ou des armes de ce genre... Qui avaient été expérimentées en Afghanistan. Absolument. Ces armes-là sont redoutablement efficaces à plusieurs kilomètres. Et donc ça limite fortement l'usage de la force aérienne et de la force des chars qui, effectivement, en 1914, en 1917-18, avaient permis de briser le front. Là, aujourd'hui, on ne voit pas, à l'heure qu'il est, donc, ce type de technologie susceptible de l'emporter sur un camp ou sur l'autre, d'ailleurs. Vous comparez, excusez-moi Olivier, le front ukrainien avec celui de la Première Guerre mondiale. Vous comparez aussi cette guerre à celle en Syrie. Pourquoi? Oui, eh bien tout simplement parce que c'est... alors là, c'est beaucoup plus sur le plan... je dirais idéologique ou politique, la guerre de Syrie était en quelque sorte la guerre en prémisse de cette guerre en Ukraine. Un prototype en quelque sorte. C'est cela, c'est cela. Donc il est manifeste que nous sommes dans une guerre civilisationnelle où, qu'on le veuille ou non, objectivement, la Russie incarne d'une certaine manière, et la Syrie aussi à sa manière, la défense du camp de la tradition qui refuse la civilisation occidentale. Et alors dans la forme de ces deux guerres, donc c'est assez différent, même s'il y a un côté statique que l'on peut observer dans la situation en Syrie. C'est beaucoup plus sur le plan idéologique que je vois la comparaison. Bachar el-Assad, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, occupant donc le rôle d'un président donc, qui souhaite défendre son peuple, ses traditions et sa manière de vivre, et qui refuse le mode de vie occidental. Et ce que font les Russes aujourd'hui en Ukraine, même si ça peut paraître choquant, c'est de défendre également leur mode de vie, leur tradition, leur religion. Et quand je dis leur religion, c'est leur religion au pluriel, leur religion traditionnelle. Et tout cela contre un mode de vie occidental qui est perçu comme délétère, qui est quand même perçu comme corrompu et Poutine a même employé le mot de sataniste. C'est-à-dire qu'il va très loin dans la critique de l'Occident. Il considère qu'aujourd'hui l'Occident est tellement malade qu'il en est arrivé à se tourner vers une vision du monde qui est complètement... diabolique, c'est le terme qu'il a employé. Oui, il voit la pédophilie, il l'évoque dans son discours à la mi-février, il voit la pédophilie comme étant la norme ici en Occident. Alors c'est sans doute un peu exagéré, mais dans la pratique, quand on regarde les phénomènes de pointe de la société, c'est-à-dire la mode, les milieux artistiques, les médias, etc., on s'aperçoit que ce sont ces têtes de lance, ces têtes d'affiche qui joue effectivement cette carte de la pédophilie, de l'ambiguïté extrême dans le domaine des mœurs et qui donne le ton pour être suivi ensuite au fil des ans par des populations amorphes qui suivent ce qu'on leur dit de faire. Et quand une élite pratique de manière plus ou moins visible ce type de comportement, toute la société en est atteinte. Donc, oui, mais alors il y a un paradoxe extraordinaire, c'est que la Pologne, par exemple, refuse ça, la Pologne, la logique LGBT et compagnie. Elle subit l'état de droit de l'Union européenne, mais elle est fortement, à cause de son passé, hostile à la Russie. Vous avez répondu à la question. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est le grand paradoxe de la Pologne qui, par une haine rabique de la Russie, effectivement remontant... Qui peut s'expliquer remontant des siècles, oui, tout à fait. Dans le rôle dans lequel donc, la Pologne a parfois joué le rôle de très méchant. Donc il ne faut pas oublier elle fut la dominatrice d'une partie de l'Ukraine. Absolument. Avant sa disparition. Absolument. Et certains Ukrainiens en gardent un très mauvais souvenir, d'ailleurs. Donc... ça, effectivement, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, le paradoxe que vous soulevez, et vous avez raison de le faire, c'est de voir une Pologne conservatrice, traditionnelle, catholique, aujourd'hui, donc, être dans le camp de ceux qui ne souhaitent qu'une chose, c'est très probablement la disparition de la catholicité et du christianisme, d'une manière générale, dans le champ sociétal occidental. C'est le grand paradoxe. Mais je pense que les Polonais sont tellement contents qu'avec cette guerre, on ne leur parle plus de leurs problèmes, de religion. Von der Leyen ne vient plus les embêter là-dessus. Absolument. Et donc, ils en profitent de manière tout à fait éhontée. Il y a aussi un problème, c'est qu'il se murmure qu'à l'occasion de ce conflit, si d'aventure l'Ukraine était vaincue,
la Pologne aurait quelques revendications sur des parties occidentales de l'Ukraine. La Pologne, la Roumanie, la Hongrie, puisqu'effectivement l'Ukraine n'est pas un pays homogène. Donc l'Ukraine est un pays extrêmement hétérogène et dans lequel un certain nombre de populations d'origine roumaine, hongroise, polonaise, ruthène, biélorusse, grecque, etc. Donc composent ce pays, composent des minorités qui n'ont strictement rien d'ukrainien et qui sont d'ailleurs particulièrement remontées aujourd'hui contre le régime de Kiev de par cette politique de mobilisation forcée qui les touche tout particulièrement. Alors nous allons faire une pause avant de reprendre une question qui est très riche en interrogations, sur laquelle nous ne manquerons pas de vous interroger. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous reprenons notre conversation avec Emmanuel Leroy, en compagnie de Pierre Bergerot. Et vous évoquiez la similitude entre le conflit en Ukraine et le conflit en Syrie. Associated Press, qui est une source plutôt fiable, nous raconte que des combattants de Daesh seraient venus seconder les combattants ukrainiens contre la Russie, qui peut se comprendre, étant donné ce que les Russes ont fait à Daesh en Syrie. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? J'ai effectivement vu passer cette dépêche de l'Associated Press. Il y a effectivement un certain nombre de chaînes télégrammes russes et ukrainiennes qui ont fait état de la présence de combattants de l'État islamique, qui avait le drapeau caractéristique blanc et noir donc, de l'État islamique. Donc il y a effectivement des témoignages réels, factuels, de terrain qui rapportent la présence de ces combattants de Daesh, probablement venus de Syrie, sur le terrain ukrainien. Maintenant, je pense qu'il s'agit plus probablement donc d'éléments caucasiens, donc d'origine tchétchène. Oui, moi je trouvais face à Kadyrov. Absolument. Mais d'ailleurs Kadyrov, donc dans sa chaîne Telegram, défie régulièrement les traîtres de la République d'Ichkérie qui se battent effectivement dans le camp ukrainien et à qui il propose régulièrement des rendez-vous sur le terrain pour s'affronter d'homme à homme pour savoir qui est-ce qui va l'emporter. C'est typique de la psychologie de M. Kadyrov. Tout à fait. Et donc c'est une réalité. Donc il y a des combattants donc de Daesh donc dans ce camp, mais sans parler également donc des hommes donc des musulmans de Kadyrov qui se battent eux dans le camp de la Russie. Il y a également dans les milices côté russe, il y a également de nombreux combattants musulmans qui viennent donc de République du Caucase, du Daghestan, d'Ingouchie, etc. Et c'est ça l'intérêt la chose remarquable dans cette guerre, c'est que c'est véritablement une guerre où nonobstant les religions, nonobstant les langues et les cultures, les hommes s'engagent en fonction de ce qu'ils croient profondément vrai. Et donc ceux qui s'engagent dans le camp de la Russie pensent faire une lutte du bien contre le mal. Et côté ukrainien, je pense qu'il y a en face la volonté de défendre l'Occident et ses valeurs consuméristes. Et c'est véritablement ce combat-là que l'on retrouve et que l'on retrouve aussi en Syrie, dont on parlait tout à l'heure. Cette guerre, Emmanuel Leroy, elle aurait pu se terminer quelques semaines après son commencement. Des pourparlers avaient été engagés. Pourquoi n'avaient-ils pas été jusqu'au bout? Bien, je crois que c'est l'ancien Premier ministre israélien, M. Naftali Bennett, qui en a parlé donc, il y a peu de temps, pour dire que les Russes et Ukrainiens, au mois de mars 2022 était sur le point de s'entendre pour régler la situation à l'amiable et donc entamer un processus de paix véritable, et que c'est la venue de Boris Johnson dans un premier temps et des Américains à la suite qui ont relancé le processus de guerre, car manifestement c'est une évidence de voir que l'OTAN veut cette guerre à tout prix. L'OTAN et donc l'Occident derrière, Londres et Washington en particulier, veulent la guerre à tout prix. Alors je voudrais justement donc à ce sujet vous lire un très court extrait d'un ouvrage qui est peu connu mais que les gens doivent connaître parce que c'est une réalité de terrain. C'est un extrait d'un livre qui s'appelle War is a Racket, donc la guerre est un racket, d'un certain général de Marines américain qui s'appelle Smedley Butler. Donc je vais vous lire un court extrait car il a été écrit cet ouvrage en 1935, mais presque un siècle après, il n'y a pas une virgule à changer. Donc écoutez donc. J'ai passé 33 ans et 4 mois en service actif au sein de la force militaire la plus mobile de notre pays, le corps des Marines. J'ai occupé tous les grades d'officier, de sous-lieutenant, etc., etc. J'ai consacré le plus clair de mon temps à servir le grand capital.
Wall Street et les banquiers comme hommes de main de haut vol. En bref, j'ai été un racketteur à la solde du capitalisme. C'est ainsi que j'ai contribué en 1914 à faire du Mexique un lieu sûr pour les intérêts pétroliers américains. J'ai aidé Haïti et Cuba à devenir des endroits suffisamment respectables pour que les hommes de la National City Bank viennent y gagner de l'argent. En 1909-1912, au Nicaragua, j'ai participé à l'épuration au profit de la banque internationale Brown Brothers. En 1916, j'ai apporté la lumière à la République dominicaine pour le compte des intérêts sucriers américains. En 1913, j'ai fait en sorte que le Honduras soit mûr pour accueillir les compagnies fruitières des États-Unis. En Chine, en 1927, j'ai veillé à ce que la Standard Oil puisse vaquer à ses activités sans être inquiétée. Pendant toutes ces années, comme l'auraient dit les hommes attablés dans l'arrière-salle, les affaires ont superbement marché pour moi. J'ai été récompensé par des honneurs, des décorations, des promotions. Quand je regarde en arrière, j'ai le sentiment que j'aurais pu rendre quelques points à Al Capone. Au mieux, il ne pouvait pratiquer son racket que sur 3 arrondissements de la ville, alors que nous, les Marines, opérions sur 3 continents. Fin de citation. Eh bien, ça continue. Eh bien, ça continue. Et ça n'a pas Mais comment expliquez-vous, Emmanuel Leroy, que les Américains se soient retirés, dans ce cas-là, aussi vite de l'Afghanistan ? Mais je pense que la guerre d'Ukraine était prête et que donc il fallait arrêter d'approvisionner ce pays dont ils n'avaient rien à en tirer, si ce n'est donc être sur le champ du grand jeu, dont ils ont pris la continuation à la suite des Britanniques, et que le grand jeu peut parfaitement se dérouler aussi sur la scène ukrainienne. Les bénéfices sont bien plus considérables. Les bénéfices sont beaucoup plus considérables. Et surtout, on attaque la Russie dans son cœur. Et la Russie est le cœur de cible des anglo-saxons depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Alors il faudra revenir sur le problème de la Russie et des anglo-saxons. Mais auparavant, pour conforter la lecture que vous venez de nous faire, nous savons que d'ores et déjà 40% des terres ukrainiennes sont possédées par des compagnies américaines. Imaginez un seul instant que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans donc le marché commun agricole. Oui. Tous les crédits de la PAC partiront là-bas, vont aller en Ukraine. Bien sûr. Imaginez la situation de nos agriculteurs. Catastrophique. Catastrophique. Nos agriculteurs ont déjà terriblement souffert de l'élargissement à des pays comme la Pologne, qui a englouti une bonne partie de la PAC depuis des années. Mais si effectivement l'Ukraine entre dans cette catégorie, il est évident que ce sera la ruine définitive de la paysannerie française. N'oublions pas le drapeau ukrainien. Une bande jaune, et du bleu, les blés. Absolument. Les blés qui étaient déjà recherchés du temps des Argonautes. Absolument. Les Grecs allaient chercher du blé en Ukraine. Tout à fait. Et le ciel bleu, bien sûr, aussi. Tout à fait. Mais, mieux encore, on sait déjà que BlackRock, vous vous souvenez, Pierre, nous avons fait plusieurs émissions sur le thème de BlackRock. Avec Guy de Lafortelle. Avec Guy de Lafortelle, est positionné pour la reconstruction de l'Ukraine. Absolument. BlackRock et Cargill, Vanguard, etc. Donc toutes ces grandes sociétés agroalimentaires ou purement financières sont effectivement donc positionnées, mais depuis longtemps. J'ai un ami de Donetsk qui me disait qu'en 2012, donc bien avant les événements du Maïdan, le BlackRock faisait passer des petites annonces pour recruter des techniciens spécialistes de la métallurgie pour acheter les usines métallurgiques du Donbass, qui étaient encore donc encore ukrainienne à l'époque. Absolument, tout à fait. On sait qu'il y a eu une implication d'ailleurs du fils Biden, Hunter, en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ces affaires ? Elles sont confirmées, donc des sources américaines l'ont établi de manière absolument certaine. Et il y a un procès. Il y a un procès qui est en cours, donc il est établi que Hunter Biden avait des parts dans la société Burisma, qui était effectivement donc la société qui gérait les intérêts pétroliers dans lequel M. Hunter Biden a été placé par Zelensky avec des salaires absolument mirobolants. Je crois qu'il avait un salaire de $500 000 par an, qui est absolument délirant pour un homme qui n'a aucune formation et qui n'a de compétences que l'instar de M. Zelensky dans le domaine de la cocaïne. Et son carnet d'adresse, éventuellement. Et évidemment, son carnet d'adresse, qui est peut-être assez bien rempli. Tout à fait. Bien sûr. Et sur l'existence également de laboratoires américains sur le territoire ukrainien, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elles ont été établies dès le début de l'opération, dès le mois de mars,
par les sources russes. Alors elles sont évidemment contestables si on le souhaite, mais il y a des documents qui circulent, donc de documents ukrainiens saisis par les autorités russes et diffusés pour ceux qui veulent voir la vérité. Et donc ces documents semblent crédibles, semblent parfaitement établir la culpabilité américaine. Ce qui est certain, c'est que Mme Nuland elle-même, donc sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a reconnu devant le Congrès que ces laboratoires existaient bien, même si elle a dit que c'était donc pour contrer donc les armes soi-disant chimiques ou biologiques russes. Bon, dans la réalité, je crois que cela est parfaitement établi. On sait, puisqu'on l'a vu également lors de la tentative de coup d'État au Kazakhstan il y a 1 an, maintenant 2 ans maintenant, qu'il y avait également un laboratoire biologique américain qui était au Kazakhstan, qui a été dans ces troubles mis à nu et qui prouve là encore que l'implication de l'Amérique dans la manipulation des agents biologiques. Et dans le même esprit, il y a depuis plusieurs mois maintenant, donc depuis au moins 2 ou 3 mois, des preuves qui commencent à être apportées du front sur l'utilisation d'armes chimiques par les Ukrainiens pour tenter de briser la ligne de front du côté russe. Donc il y a des témoignages, il y a des vidéos qui circulent, parfois donc du côté ukrainien, qui établissent qu'il y a des usages d'armes chimiques à petite échelle pour l'instant, sous forme de petites grenades lancées par des drones, ou pulvérisées par des drones, donc comme des opérations de pulvérisation agricole sur les forces russes pour tenter de les briser. Ça, c'est établi, c'est documenté, et je pense que ça relève du même esprit. Quand on veut gagner, donc tous les moyens sont bons. C'est du racket. Et ça nous rappelle quand même aussi ce qui s'est passé avec l'hypérite. Absolument. Et le gaz moutarde. Absolument, c'est la même. Sur le front, pour essayer justement de briser le côté stable du front. Tout à fait. Maintenant, il y a une question qui est très importante, me semble-t-il, qu'on va évoquer avec vous, c'est la Chine. La Chine a annoncé qu'elle allait collaborer militairement avec, il faut appeler les choses par leur nom, avec la Russie. Alors, quelle signification peut-on trouver à cette collaboration, si ce n'est peut-être, puisque la Chine a proposé 12 points de solution éventuelle, est-ce que la Chine ne veut pas se donner une stature internationale de médiateur, en quelque sorte, pour aller vers une paix? Alors, il est clair que la Chine, déjà, par la puissance économique qu'elle représente, a déjà la stature de médiateur toute trouvée. D'autant plus que son statut de proximité, d'allié avec la Russie depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la conforte dans ce but. Mais il est absolument certain que là aussi, il y a eu une erreur stratégique de la part des Anglo-Saxons et des Américains en particulier, de ne pas voir à quel point la proximité entre les deux hommes, Poutine et Xi Jinping, était tout à fait manifeste, tout à fait établie. Je crois qu'il y a une réelle relation de confiance entre ces deux hommes, beaucoup plus encore qu'entre la Russie et la Chine. Je crois que c'est vraiment une relation interpersonnelle entre ces deux politiques qui les lie. Ces deux hommes s'apprécient et se font confiance pour tenter de remodeler le monde à l'image de ce qu'ils souhaiteraient, c'est-à-dire à l'image de la multipolarité. Il y a une connivence, il y a une volonté d'agir ensemble pour briser le monde unipolaire, pour briser le monde occidental, anglo-saxon tel qu'il existe aujourd'hui. C'est en cours, là. C'est en route. Une connivence qu'on avait aussi retrouvée à l'époque où Donald Trump était au pouvoir. Oui. Il a d'ailleurs récemment déclaré que s'il avait été réélu, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Absolument, absolument. Il est certain que Trump était un adepte de la réelle politique. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans le camp occidental, c'est que nous avons des idéologues et non plus des hommes réalistes, et que la paix ne peut survenir, ne peut découler que de l'entente entre hommes qui s'occupent du réel, donc de l'intérêt de leur peuple, du bien commun et de la réalité du monde, et non pas des idéologies qui animent, semble-t-il, aujourd'hui les néoconservateurs anglo-saxons. C'est quand même extraordinaire de voir que ce pelé, ce galeux dont nous devient tout le mal, M. Trump, est le seul président des États-Unis qui, depuis 50 ans, n'a pas déclenché de guerre. Absolument, tout à fait. Il faut lui rendre cet hommage. Alors, j'aimerais évoquer, à propos de la Chine, le fameux piège de Thucydide, qui est l'hypothèse de cet Anglais qui, en 2011, a publié donc une analyse en disant que l'ennemi potentiel le plus fort de l'Amérique, c'est la Chine. Alors, la question que je vous pose, pourquoi tant de haine pour la Russie de la part de l'Amérique ? Eh bien, parce que je crois que tout ce qui vient du monde anglo-saxon, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Et que ces gens sont
ils le reconnaissent eux-mêmes, les adeptes du mensonge. D'ailleurs, Poutine lui-même parle de l'empire du mensonge. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il arrive de mentir aussi, lui aussi. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Mais il y a mensonge et mensonge. Et là, dans ce type d'analyse, surtout lorsque c'est établi sous la forme d'un ouvrage dont on voudrait que l'image reste, je pense qu'en désignant la Chine comme ennemie, c'est pour tromper les Russes. C'est-à-dire que véritablement, la Chine n'est pas stratégiquement, n'est pas géopolitiquement un adversaire majeur pour les Américains, car ils n'ont pas de matières premières en quantité suffisante pour intéresser les Anglo-Saxons, à part le charbon et les terres rares, il faut reconnaître. Oui, mais hormis cela, donc, ils ont très peu de choses. Et la conquête de la Chine, d'ailleurs, on l'a déjà faite. La Chine a été conquise au XIXe siècle. Et humiliée, et avec des massacres. Il y a eu la guerre des guerre des boxeurs. Le sac du palais d'été. La guerre de l'opium. Gardent un très mauvais souvenir des incursions occidentales. Et donc, il y a une espèce de souvenir qui les rapproche des Russes aujourd'hui, qui pensent-ils, subissent le même assaut, et ils n'ont pas tort. Je crois plus profondément, et depuis longtemps déjà, que la Russie, en tant que Heartland, au sens de Mackinder, en tant que Heartland du monde, de cœur du monde, est véritablement l'objectif quasiment unique, principal de la géopolitique anglo-saxonne. C'est véritablement ceux qui veulent conquérir. Et toutes les attaques latérales... C'est le Rimland. C'est le Rimland, c'est pour conquérir à la prise d'assaut finale. Mais il n'y a pas de volonté d'éradiquer la Chine, contrairement à ce qu'affirment certains auteurs anglo-saxons. Ou certains think tanks récemment qui continuent à dire que l'objectif final, c'est la Chine. Non, la Chine est un appendice du monde eurasiatique. Le cœur du monde eurasiatique, c'est la Russie. Et j'ajouterai un autre point qui me paraît important à prendre en considération, c'est la notion religieuse. Poutine, dans ses discours depuis de plus en plus, de manière marquée de plus en plus depuis quelques années, introduit la notion religieuse, de défense des valeurs religieuses et même de la Bible et du Christ dans ses derniers discours contre les options satanistes du monde occidental. Et ça, je crois pouvoir vous dire que c'est quelque chose qui passe très mal dans certains cénacles occidentaux qui se battent très clairement contre cette vision du monde. Contrairement à la Chine qui est totalement neutre de ce point de vue-là, donc qui est dans un autre monde. Indifférente. Sauf qu'on pourrait dire que c'est pas opportunisme. Pourquoi pas? Mais par ailleurs, on sait aussi que des forces sont à l'œuvre aux États-Unis, justement, notamment la franc-maçonnerie américaine, qui n'est pas négligeable, pour justement détruire ces valeurs qui existaient quand même dans l'Amérique autrefois. Tout à fait. Qui ont disparu et que Trump a tenté de les faire revivre. Tentait de citer la Bible dans ses discours. Tout à fait. Donc le piège de Thucydide n'est pas un piège. Je ne le crois pas. Je pense que c'est un piège, c'est un mauvais piège, donc il faut prendre au second degré. Un piège de propagande anglo-saxonne. Tout à fait. D'accord. Alors, la Chine peut-elle vraiment arriver... parce que l'espoir, c'est évidemment une guerre courte. Une guerre qui s'arrêterait. Alors, tout le monde nous dit que ça va être une guerre longue. Oui, alors, Macron lui-même, dès le début de la guerre, donc, a lancé sur les ondes que ce serait une guerre très longue. Et il a, on peut le penser, quelques renseignements que nous n'avons pas automatiquement le rôle de la Chine, donc, bien évidemment, comme tout empire marchand, donc, est d'avoir la paix le plus rapidement possible pour que le business reprenne as usual. Business as usual. Comme ils disent. Donc, il est évident que le plan chinois pour la paix, donc, est certainement un plan sincère. Mais en même temps, donc, ils ne veulent pas et ils ne peuvent pas se permettre de sacrifier leur allié russe, dont ils ont besoin pour deux éléments clés. Donc, d'une part, l'approvisionnement en matières premières, gaz et pétrole, qui pour l'instant est assuré, même si l'Iran participe aussi à cet approvisionnement. Ils ont une telle consommation que l'apport russe est absolument indispensable. Mais également pour la protection et l'acheminement, le bon suivi des nouvelles routes de la soie qui passent pour partie donc, par le transsibérien, donc par le camp russe, qui doit donc rester en paix et en équilibre. Donc les Chinois ne veulent à aucun prix d'un morcellement de la Russie tel que le souhaitent les Anglo-Saxons. Ça, j'en suis convaincu. Est-ce qu'on sait si la diplomatie française travaille à l'élaboration d'un plan de paix ?
Écoutez, donc, le peu que je vois donc, de la diplomatie française ne donne pas l'impression d'une action très, très, très efficace, à tout le moins, dans ce domaine. La dernière manifestation française que j'ai vue, c'était, je crois, la présence de M. Pierre Lévy, ambassadeur de France à Moscou, pour déposer une gerbe en l'honneur de M. Nemtsov, assassiné en 2005 devant le Kremlin. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit un geste susceptible de concourir à l'état de paix et je ne crois pas, d'après mes informations, que le Quai d'Orsay soit aujourd'hui très actif. Vous connaissez le surnom du Quai d'Orsay? Oui. Le Quai d'Orsay. Oui, tout à fait, absolument. Peut-être pour évoquer l'OTAN, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Olivier, on entendait le président Biden dans son discours à Varsovie dire que l'OTAN était plus forte que jamais. On entendait par opposition le président Macron dire qu'elle était en état de mort cérébrale avant le déclenchement de ce conflit. L'avenir de l'OTAN, c'est quoi maintenant? Bien, il est mal barré. Il est mal barré et en revanche, ce que dit M. Biden est vrai, partiellement. Sur le plan politique, l'OTAN se porte comme un charme, beaucoup mieux qu'il y a un an, puisque tous les vassaux ont été sifflés et sont venus donc à récipicence. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, M. Biden ou M. Stoltenberg n'ont qu'à claquer dans les doigts pour que de Macron au dernier État balte, tout le monde vienne. Oui, mais il y a un caillou dans la chaussure. Et la Finlande et la Suède qui veulent. Il y a un caillou dans la chaussure, c'est la Turquie. Alors, effectivement, j'allais y venir. Donc, la Turquie est un sacré caillou dans le domaine de l'OTAN. D'une part, parce qu'elle peut bloquer l'adhésion de la Suède, ce qui, jusqu'à présent, donc, a été le cas. Oui. Et surtout, donc, le véritable talon d'Achille de l'OTAN, c'est qu'il a révélé sa faiblesse dans cette guerre. Parce que cette guerre, qui est une guerre existentielle pour les deux camps, pour l'Occident anglo-saxon comme pour la Russie. Dans cette guerre, donc, pour l'instant, l'OTAN n'a pas montré qu'elle était en capacité de vaincre les Russes. Et c'est cela l'enjeu véritable. C'est que si demain on arrive à un gel, ce sera donc un statu quo, mais que ce sera un gel de toute façon partiel et qui ne fera que déboucher sur une nouvelle guerre si celle-ci est stoppée pour une raison ou pour une autre dans les mois qui viennent, pour des raisons de fatigue des deux camps. Mais l'OTAN a surtout montré qu'il n'a pas la capacité industrielle, ni humaine, ni même technologique pour aider son allié ukrainien. Oui, mais c'est parce que c'est une guerre par proxy. On utilise les soldats ukrainiens pour porter la volonté anglo-saxonne occidentale. Absolument, mais néanmoins, donc cette armée ukrainienne qui a été éduquée, formée, renforcée pendant 8 ans, montre qu'elle n'est pas capable de l'emporter donc, face à la Russie. Donc d'un certain côté, c'est l'échec de l'OTAN. Et tous les observateurs internationaux, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, voit bien que cette hyperpuissance américaine qui fait cette guerre par proxy, mais dans laquelle on sait très bien qu'ils sont engagés via des mercenaires, via des troupes polonaises, via des troupes baltes et autres, n'est pas capable de l'emporter face à la Russie. Donc il y a une espèce d'immense attentisme, je dirais, dans le champ du monde pour regarder ce qui se passe et attendre un petit peu de ce qui en sortira de cette guerre. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui perd cette guerre perd de manière définitive. Mais on peut difficilement envisager, par exemple, que la Russie renonce à l'Ukraine, à la Crimée et au Donbass. C'est certain, c'est certain. Et je vais même plus loin. Donc maintenant que la guerre est officiellement déclarée avec l'Occident, parce que c'est ça que ça veut dire, même si elle n'est pas juridiquement déclarée, elle l'est dans les faits. Je pense que l'Ukraine, en tout cas dans sa partie russe et ukrainophone, reviendra inéluctablement dans le giron russe. Ça me paraît une évidence. Même si les référendums de septembre dans le Donbass ne sont reconnus par personne encore, si ce n'est la Corée du Nord, la Syrie et peut-être le Venezuela. Absolument, oui, parce que donc on n'en est plus là aujourd'hui. Donc les Anglo-Saxons ont tellement violé le droit international, que ce soit au Kosovo, en Yougoslavie, au Yémen, en Syrie, en Libye, etc., que les Russes se disent, bon, maintenant ça suffit. Donc nous aussi, on est capable de violer le droit international pour l'intérêt de la survie de nos peuples. Alors il y a un dernier aspect quand même, qui est plus économique, qui avait été traité magistralement par Jacques Sapir, mais c'est l'endettement des États-Unis. Les États-Unis ont quand même intérêt à cette guerre, parce que la guerre produit de l'inflation. Et comme chacun sait, l'inflation annihile les dettes. Bien sûr. Donc,
on peut imaginer que l'Amérique fera tout pour que la guerre dure. Alors c'est effectivement donc une tendance que l'on observe et ce que l'on peut imaginer, c'est que les deux camps, je dirais les Russes, ont un intérêt donc paradoxal à la durée de cette guerre, oui, parce qu'elle favorise l'effondrement de l'Europe occidentale. Qui est quand même aujourd'hui en pointe dans cette guerre aussi. Ah, c'est la première victime de la guerre. Hein. C'est clair. Enfin, après l'Ukraine. Et de loin. Et de loin. Et que donc l'Europe peut s'effondrer, peut imploser donc économiquement en ayant coupé sa source d'énergie principale. Et effectivement, le paradoxe, c'est que les Américains, pour renforcer d'une part leur complexe militaro-industriel, pour réindustrialiser également leur pays avec la délocalisation future de ce qui reste d'industrie européenne allant aux États-Unis où l'énergie sera bon marché, effectivement, les deux camps pourraient aboutir à ce paradoxe d'avoir intérêt à faire durer la guerre pour leur intérêt respectif. Et ce que vous dites sur l'Europe est très juste. Je vais le confirmer par la rencontre que j'ai faite il y a quelques jours avec un ancien ministre des Finances d'un gouvernement que je ne citerai pas, mais plutôt de droite. Et cet ancien ministre des Finances me disait, parce qu'il se trouve que je le connais un peu, me disait, il est de ma région, me disait, la guerre en Ukraine peut faire exploser l'Europe. C'est clair, ça je vous confirme. Et l'euro aussi, bien sûr. Cause de la position allemande essentiellement. Absolument. Voilà de joyeuses perspectives, disons. Malheureusement. Non, elles ne sont pas très gaies, notamment pour le peuple ukrainien, donc, qui souffre incroyablement. C'est une évidence. C'est une évidence. Et donc j'ai une pensée, je vous le dis en toute franchise, j'ai une pensée pour les morts des deux camps qui sont victimes d'une guerre civile, véritablement, oui, que malheureusement des gens ont voulu et qu'ils ont provoqué pour parvenir à leur fin. Et donc je le déplore infiniment. Et malgré mon tropisme engagé pour un camp que je ne nie pas, donc j'ai beaucoup de considération et de respect pour les soldats ukrainiens également qui meurent au front, comme pour leurs frères slaves qui sont dans l'autre camp. Eh bien, merci Emmanuel Leroy. C'est exactement, je crois, la conclusion de notre entretien. Merci Pierre, ce fut tout à fait enrichissant et je suis persuadé que nos téléspectateurs vont trouver l'occasion de mettre le pouce bleu. Merci chers amis, merci chers téléspectateurs et à très bientôt. Merci.